Pour ceux qui regardent toutes les conférences, vous pourrez sauter cette petite intro pour les suivantes. Par contre, ce que je vous suggère de faire, c'est d'écouter ce que je vais dire juste après, puisque je vais vous présenter un petit peu pour chaque conférence, un peu l'intervenant et le contenu de la conférence. Dans cette table ronde, on va parler des outils et du travail manuel du bois en 2024. On va débattre de tout ça avec le public. Go! Alors attends, parce que du coup, moi je vous ai cadré, parce que vous étiez là, maintenant vous vous déplacez. Je sais pas comment je vais faire. En même temps, c'est des boiseux, hein. Ouais. Faut toujours les recadrer. Ça remarche? Oui, ça remarche, c'est cool. Donc, la reproduction du cafard soviétique en milieu capitaliste. Merde. Qu'est-ce que... Non, c'est pas ça. Donc c'est une table ronde collégiale, n'est-ce pas, sur l'usage des outils à main en 2024. Alors c'est très intéressant comme titre parce que l'année prochaine on fera l'usage des outils à main en 2025. Donc j'accueille plein de personnalités très intéressantes, à commencer par Franck Macquart qui n'a pas du tout participé parce qu'il boude, voilà. Lucas Mainferme, que vous connaissez peut-être, chantier La Vivacia, atelier La Vivacia, couvreur de son état, donc qui vous parlera de moi, de toi, de voilà, de nous, c'est ça. Michel Oriou, le patron de la Forge Oriou, qui fait des râpes piquées main, que je ne présente plus, qui fait aussi du Linison, du Narex, des trucs très intéressants, et qui en plus de ça a une connaissance très profonde des outils à main, des aciers qui les constituent, et de la manière dont on les fabrique. Monsieur Alexis Perdry. Ah bah voilà, Alexis Perdry. Je fais un peu de tournage sur bois depuis une petite vingtaine d'années, de l'ébénisterie, et voilà, je travaille principalement aux outils à main. Combien de générations avant toi? 6 ou 7. Xavier Châtelard. Donc moi je suis ébéniste, je travaille en grande partie à la main, j'ai 10% de mon temps, 10% de mon temps où je vais travailler en machine, toutes les opérations pour dégrossir le bois, et 90% de mon travail je travaille à la main. Principalement avec des outils anciens, mais des outils à main. Alors, Xavier ne le dira pas nécessairement, mais c'est également l'auteur, enfin le co-auteur, hein, puisque vous étiez plusieurs, me semble-t-il, d'un livre référence sur les rabots aux éditions Vial. Pour ceux qui veulent le feuilleter, je crois qu'il est posé sur mon établi, sur mon stand. N'hésitez pas. C'est même au-delà de référence. Bah, j'ai pas dit ça. Dieu, il n'a pas écrit la Bible, il l'a fait écrire, il l'a délégué. Au mieux, tu le connais. On va éviter. Samuel, est-ce que tu peux te présenter avec un petit accent suisse parce que ça fait toujours exotique et puis nous dire éventuellement quel est ton rapport aux outils à main? Bah, moi, je suis menuisier professionnel. Donc du coup, je travaille 95% avec des machines et 5% à la main. Combien de pourcents? Ça m'intéresse. Combien? 95. 95. Il est mignon. Et 5% à la main. Donc c'est un hobby, mais que bah, je pratique très peu dans le cadre professionnel. Paul, Basile, ça va? Oui. C'est marrant, dis donc. Tu as l'air moins à l'aise que d'habitude. Franck, c'est toi qui devrais être à ma place alors. Moi j'ai connu Paul dans le domaine de la restauration des rabots. Si ça, c'est pas intéressant. Est-ce que tu peux nous parler, Paul, de ton rapport aux outils à main? Bah, mon rapport aux outils à main, c'est principalement la restauration. Donc, les tester et comprendre comment ils fonctionnent. Donc, je disais, c'est principalement la restauration d'outils à main. Donc, il y a des phases de test pour pouvoir comprendre comment ils fonctionnent, pour pouvoir mieux les restaurer. Et du coup, essayer de rechercher un peu tout ce qu'on a perdu depuis pas mal d'années sur comment remettre en état les outils et surtout les mettre en service. Et j'essaye de transmettre ça sur les réseaux. Ouais, t'as une chaîne YouTube. Ah, les youtubeurs, ils m'énervent ces gens. Ils sont insupportables. Comment tu t'intitules? Je m'intitule Léo Malouagne. Tes parents sont dans la... c'est pas la même émission. Tu vas nous chanter? Non plus, tu vas rien nous chanter. Non, je vais rien vous chanter, non. Moi, je suis forgeron taillandier, donc au même titre que Michel, dans une notion beaucoup plus artisanale, alors que, il me semble, tu es en semi-industriel.
très semi-industriel, voilà. Moi, je suis tout seul dans mon atelier et je suis spécialisé dans les outils à percussion posée. Donc, le ciseau à bois et les bauchoirs de charpente, la demi-bise aiguë, les outils de charpentier, d'ébéniste et de menuisier. Voilà. Léo fait un travail magnifique que vous pourrez observer sur son stand qui est pas plus loin que là-bas, à côté de celui de Daniel Verdier, les couteaux Saint-Nectaire. Les couteaux de Saint-Nectaire, c'est ça. Oui. Merci Léo. Et enfin, le petit Sébastien. Bonjour, je m'appelle Sébastien. Je n'ai pas des moustaches aussi belles que celles de notre ami Léo. Je travaille le bois à la main et j'essaie de développer en tout cas les techniques et d'approfondir les techniques du travail du bois à la main, essayer de les comprendre pour aussi essayer de les partager, tout simplement. Et si Yann Birkan voulait se présenter un petit peu, il dirait quoi ? Il dirait quoi? Alors déjà, moi je suis là pour m'occuper de la modération. C'est bon, il n'y a personne qui est contre. Non, je plaisante. Moi je suis un menuisier amateur et également youtubeur de mon état, n'est-ce pas? Je fais des vidéos sur YouTube, je suis tombé dans la menuiserie il y a 12 ans et je ne suis pas du tout quelqu'un qui travaille exclusivement aux outils à main. Je travaille aussi bien aux outils à main, aux outils électriques, et puis aux outils électroniques aussi, puisque je fais de la CNC, puis je suis informaticien, donc voilà. Je fais plein de trucs qui ne vont pas les uns avec les autres et je considère que tout ça doit vivre ensemble. Je crois qu'il n'y a pas de thème à développer par nous-mêmes. Cette table ronde, c'est le principe de la table ronde. C'est vous qui posez les questions et c'est vous qui nous amenez où vous voulez, où on voudra bien aller. Donc, qui ose? C'est toujours la première question qui est compliquée. Sinon, tant pis, vous allez nous entendre parler. Tant pis pour vous. Hein. C'est comme vous voulez. Bonjour, merci pour la table ronde. Votre collègue qui est menuisier professionnel a dit « Bon, 95% du temps, je travaille à la machine. On comprend que c'est probablement pour aller vite et être productif. Alors, du coup, ceux qui travaillent à l'inverse, plutôt à la main, pourquoi ils justifieraient que le travail à la main prend le dessus dans leur pratique ?» En principe, ils travaillent à la main pour faire travailler les gens qui fabriquent des outils à main, Léo et moi. Oui, en fait, on travaille à la main par charité, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se lance là pour répondre à cette question qui est extrêmement intéressante, je trouve? Donc moi, je suis professionnel, je vis de mon art, je suis ébéniste. Le pourcentage main-machine par rapport au métier d'ébéniste, on est sur du travail très fin, de la finesse, du bois massif. Donc la matière bois et l'outil à main va très bien ensemble. La partie que j'utilise pour la machine, c'est vraiment les tâches difficiles, le corroyage principalement. Donc partir d'une pièce brute pour l'aplanir. J'ai une scie à format et un rabot d'égo. Avec ça, je me fais une pièce qui est parfaitement parallélépipédique. Et après, je vais dans mon atelier, je travaille. Donc tous les assemblages, tout le reste est fait à la main, avec des rabots, parce que j'adore les rabots. Donc tout ce qui est rainures, feuillures sont faits au rabot. Tout ce qui est autrement est fait avec des ciseaux, des scies à main et autres. Donc je pense que c'est plus lié au métier que donc un menuisier qui va travailler d'autres matériaux va plus favoriser des machines. Quand je travaille du panneau industriel pour faire du meuble de cuisine, là la proportion va passer à 90-10, parce que sur du panneau industriel, la valeur ajoutée à la main, elle n'a pas d'opportunité. Dès que je travaille sur du massif ou sur de la restauration, ça s'inverse. Et comme j'essaye de forcer sur des objets anciens ou massifs, la main est justifiée. Ah, je vais juste, si je peux me permettre, la question c'est de savoir ce qui justifie le fait de travailler à la main plutôt qu'avec des outils électriques ou électromécaniques. Mais dans une logique productiviste, c'est-à-dire en fait dans une logique d'entreprise et de rentabilité, c'est ça? Pas forcément, parce qu'en ébénisterie, on pourrait très bien faire ces tenons à la machine. Plutôt que de se les faire à la scie et à scie à tenon. Et... Je pense qu'on va tous répondre en fait. En termes d'amateur, moi je suis amateur, donc non professionnel.
j'ai décidé en fait de travailler aux outils à main à la base parce que professionnellement en fait j'ai accès à toutes les machines dont on se sert. Mais quand je rentre chez moi le soir, j'aspire à autre chose justement, à plus de calme, moins de bruit, pouvoir être dans une ambiance que j'aurais choisie, écouter de la musique, ne pas avoir de poussière, ne pas avoir de risque aussi de blessures, même si quand on fait attention avec les machines, il n'y a pas de risque. Mais c'est beaucoup moins stressant de travailler à la main que de travailler à la machine. Donc effectivement, la production met plus de temps, clairement. Encore que quand on fabrique pour soi-même, en termes d'amateur, c'est des pièces uniques. Donc en général, on fait pas de série. Et donc dans ce cas-là, quand on travaille à la main, ça se défend plutôt pas mal. Et puis voilà quoi. Donc c'est aussi une autre façon d'appréhender le travail, plus loisir entre guillemets. Voilà. Moi j'ai aussi une autre approche. C'est purement financier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avoir fait l'investissement d'une panoplie de machines complète vous permettant de produire, je ne sais pas, une multitude d'objets. On parlait tout à l'heure, une Dego Rabo, une tonneuse, ce sont des machines coûteuses qui, si on souhaite qu'elles soient de bonne qualité, impose un investissement vraiment important. Et donc, je trouve qu'à terme, cet investissement, il est conséquent, peut-être parfois même inatteignable, quand on est simplement amateur. Et apprendre à utiliser des outils à main, c'est juste faire des choses simples, avec des outils simples, à un coût relativement modeste. Et ça, moi, ça a été un des premiers leitmotifs. Parce que investir dans une bonne dégauchisseuse, si vous n'êtes pas en triphasé, déjà ça devient compliqué. Vous voulez utiliser ce type d'outil pour quelle réalisation? Enfin, vous comprenez, c'est toute une réflexion complète. Alors il y a toujours le vieil adage qui peut le plus, peut le moins. Donc quand on a une table de sortie de 2 mètres, une table d'entrée d'1,50 m, oui, on peut raboter des petites pièces, bien que ça ne soit pas l'idéal. Mais à terme, a-t-on tous la surface d'atelier pour utiliser ceci? Est-on tous formés correctement en sécurité pour que ça fonctionne? Alors qu'avoir une scie à main, une scie à tenon, un ou deux rabots, un petit Guillaume ou quelques rabots, ou quelques ciseaux à bois, c'est beaucoup plus simple et finalement moins cher. T'as pas de rap? Mais si, Michel. Les raps, et en plus ça me tient tout particulièrement à cœur parce que ma plus grande fierté, c'est d'être gaucher. Et le seul qui produit des outils, des raps piqués main pour gaucher, c'est lui. Donc, j'ai rencontré Michel à la base parce que je cherchais à avoir des raps piqués main pour gaucher. Voilà, des bonnes bases. C'est l'élite. On fait pas de différence, hein. Aussi par rapport à la main ou pas main, pour être rentable par rapport à une entreprise, c'est comme tu l'as dit justement, c'est la quantité de pièces qu'on va faire. Si on fait un meuble sur mesure, qu'on le fasse à la main ou à la machine, on peut justifier le prix. Si je fais le même meuble 20 fois à la main, je vais avoir du mal à justifier le prix. Donc là, il va falloir passer à la série. Dans ma définition de l'ébénisterie, c'est de faire du sur-mesure. Et donc, la part travail à la main n'est pas déconnant. C'est un micro. C'est un micro, il faut parler dedans. Excusez-le, il est suisse. Pourquoi à la main aussi, moi je pense que c'est une fierté de réussir quelque chose quand il est travaillé à la main. Parce qu'à la machine, on y arrive. Je trouve qu'il y a un résultat plus rapide. Donc voilà pourquoi à la main plutôt qu'à la machine. Après, nous au travail, c'est clair, on est une petite entreprise, il y a plusieurs employés. Donc c'est aussi une question de rentabilité. Alors je vais rebondir un peu sur ce que vient de dire Sam. Pour connaître pas mal de professionnels qui viennent vers moi pour restaurer des outils manuels, beaucoup de professionnels sont en train de revenir sur des choses qui étaient un peu ancrées. C'est-à-dire que avant les professionnels voulaient rentabilité maximum
avec les machines. Et en fait, beaucoup sont en train de s'apercevoir que sur des petites tâches, comme le disait Xavier, quand c'est pas des séries, des fois, juste mettre en œuvre son rabot pour reprendre deux trucs sur une planche, ça va 10 fois plus vite. Quand on sait se servir des outils à main, ça va 10 fois plus vite de mettre en œuvre ces outils à main, plutôt qu'aller repointer une machine pour faire une pièce. Et au final, quand on sait vraiment se servir de ces outils, on aura un résultat qui sera aussi bon, voire meilleur, et plus rapide. Ayant travaillé beaucoup pour des charpentiers ces derniers temps, moi je peux vous dire qu'il y a un gros problème aussi au niveau de l'éducation sur les outils. L'outil à main actuel, surtout en charpente, est sous-représenté. C'est-à-dire que vu qu'il n'y a pas d'amateurisme en charpente, ou très peu, on a une présence de débauchoirs, par exemple, de charpente, donc des ciseaux à bois tout en acier, qui sont, eux, de très mauvaise qualité. Je ne citerai aucune marque, mais dans ce cadre-là, je pense que comment est-ce qu'on peut se dire qu'on peut être rentable avec des outils à main dans le cadre où on ne fait pas d'outils à main de qualité. Et je pense aussi que c'est une grande éducation à refaire, parce que depuis, justement, que j'ai commencé à en faire sérieusement des ébauchoirs de charpente, il y a beaucoup de charpentiers qui me disent « mais alors comment j'ai fait avant ?» Pourtant, ils étaient tous à la mortaiseuse et tous à la machine-outil. Donc voilà, moi je pense que c'est un point à soulever qui est très intéressant, c'est sur l'éducatif. La question qui est posée, si je comprends bien, c'est pourquoi travailler le bois à la main en fait. C'est ça. Il y a plein de raisons différentes pour le faire. Il y a des raisons qui sont des raisons, en fait, ça va dépendre aussi de qui on considère. Est-ce qu'on considère effectivement les professionnels? Est-ce qu'on considère des amateurs? Moi, je vais parler dans ces cas-là sur le plan des amateurs, que vous êtes a priori tous pour la plupart. Et ensuite, on va parler des professionnels. Pour le plan des amateurs, à mon sens, c'est le moyen le plus direct de comprendre la matière et de comprendre ce qu'on fait. Et juste dans ce cadre-là, pour moi, c'est essentiel. C'est une pratique qui est un peu compliquée à la base, qui est plus difficile en fait que de travailler à la machine, parce que vous n'êtes pas dans un geste passif d'allumer un interrupteur et puis de laisser la pièce se faire avaler par la machine. Vous êtes obligé de comprendre la gestuelle, de comprendre l'outil, de comprendre en fait ce que vous faites, de comprendre la matière bois que vous travaillez. Mais une fois que vous avez ça, en fait, vous avez accès à une densité et une épaisseur dans la pratique qui est au-delà de ce que vous avez avec les machines. Ça, c'est le premier point. Vous comprendrez, vous serez dans ces cas-là aussi en mesure de mieux travailler à la machine. Mine de rien, il n'y a aucun rapport et aucun intérêt à, d'un côté, opposer la machine, de l'autre côté, le travail à la main. Mais dans un cadre de loisirs adultes, j'ai la certitude que le travail du bois à la main a non seulement toute sa place, mais c'est par là qu'il faut commencer. Pour ce qui concerne les professionnels, à mon sens, il y a un problème de rentabilité sur les outils à main initialement qui est posé. En réalité, ce problème de rentabilité, il vient du fait qu'on utilise maintenant du mélaminé, il y a tout un outillage et tout un système industriel qui s'est mis en place et qui amène justement au travail du bois à la machine et qui le rend rentable par rapport au travail du bois à la main. Si en revanche, et je pense que Xavier, tu ne me contrediras pas, l'artisan décide de se positionner sur du bois massif, pièce unique et sur mesure, Ikea ne pourra pas concurrencer. Autre point important, c'est qu'Ikea fait non pas des tables, mais des objets en forme de table. C'est-à-dire des tables qui vont finalement se détruire toutes seules au bout de 5-6 ans d'utilisation. Alors qu'un artisan qui travaille proprement dans les règles de l'art, en utilisant justement des règles de construction qui prennent en compte la déformation du bois et qui laissent le bois justement se déformer, on aura l'intégrité finalement de votre réalisation jusqu'au bout et vous avez quelque chose qui, au bout du compte, sera rentable. Ça reste en fait un problème pour moi d'éducation au sens de comprendre en tant que client que c'est là en fait qu'il faut plus aller que vers l'IKEA parce qu'en réalité non seulement c'est plus rentable mais c'est également plus durable. Moi je veux juste ajouter un tout petit mot pour rebondir sur ce que disaient Sébastien et Léo. Je vous ai parlé de moi en tant qu'amateur, je vais parler de mon côté professionnel. Je travaille dans le monument historique, dans la restauration, en couverture et un petit peu en charpente, et je connais beaucoup les charpentiers. Le choix aussi de travailler à la main, c'est qu'il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas possibles d'être réalisées à la machine. Les machines, aussi performantes qu'elles sont actuellement, elles s'améliorent encore, peut-être qu'un jour on n'aura plus besoin de notre savoir, mais il y a
grand nombre de choses qui ne sont pas possibles de faire à la machine dans le cadre de ce genre de réalisation, dans la restauration de monuments, dans la restauration de meubles anciens. Elles ont été faites. En fait, dans le monument et dans le meuble ancien, c'est des choses qui ont été faites à la main. Et si on veut les restaurer, il faut les faire comme elles ont été faites. Il n'y a pas d'autre solution, en fait. Un meuble qui est complètement cintré dans tous les sens, il n'y a pas une machine qui est capable de travailler dessus parce qu'elles n'ont pas été faites et pas été conçues dans l'optique d'être faites à la machine. Voilà. Je voudrais apporter une autre vision qui est celle du fabricant d'outils, parce qu'en définitive, on est en relation directe avec les gens qui travaillent aux outils à main. Moi, je voudrais vous dire qu'ici, on est en plein exemple d'un truc qui nous casse les pieds tous, qui nous fatigue, qui nous épuise, alors qu'on on est dans une vie trépidante. Vous entendez? C'est épuisant. Et on n'arrive pas à se concentrer, donc si on n'arrive pas à se concentrer, on ne fait pas un bon boulot. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, on assiste à une mutation aujourd'hui. Nous avons un tas de clients. Il y a des exemples ici, Sébastien Gros. Là, j'en ai plus, mais on peut en trouver d'autres. Si, Samuel, c'est des gens qui ont une activité au quotidien ou qui avaient une activité au quotidien où, comment exprimer ça, Seb, ils ne voyaient pas l'aboutissement de leur travail. Un petit peu ça. Oui, dans le milieu industriel, ça rejoint un petit peu une discussion avec deux personnes que je connais qui sont dans le public. Et on va parler de ça, effectivement. Il y a l'outil industriel, quand on est dedans, effectivement, il y a des décisions qui sont prises, il y a des choses qui sont faites, et on a du mal aussi à se sentir en directe corrélation avec les décisions et avec la politique de l'entreprise. Dit autrement, le travail à la main, qu'on travaille le bois, le métal ou autre, est valorisant. Valorisant pour nous et valorisant aussi pour vos clients. D'accord ? Nous avons aujourd'hui de plus en plus de gens qui travaillent le bois à la main en tant qu'amateurs, mais je ne vais pas revenir sur la conférence de Yann, ou en tant que professionnels aujourd'hui. J'ai entendu parler plusieurs fois de rentabilité. Là, on arrive à un autre sujet, on peut en débattre. Ce sont les professionnels eux-mêmes qui ont tué leurs clients. Tout simplement parce qu'ils ont mis le doigt dans la course à l'armement en achetant des machines de plus en plus performantes. Cette course est perdue d'avance. Pourquoi ? Parce que le même armement, la même machine en France et la même machine en Pologne ou en Chine, vous avez de toute façon perdu. Donc il vous faudra vous démarquer de votre concurrence. Et pour ça, il faut d'abord éduquer les clients. Lui expliquer quelle est la valeur d'un meuble, la valeur financière, la valeur sentimentale, la valeur travail du meuble. Et ça, on l'oublie. Et les anciens l'ont tué en voulant tous se concurrencer, en voulant tuer les prix, en voulant descendre les prix. Ensuite, tout simplement, en termes d'image de marque, vous êtes un professionnel, vous invitez votre client, il ne voit que des machines et des tuyaux d'aspirateur. Et dans un autre atelier, il ne voit qu'une panoplie d'outils à main. Pour un prix à peu près équivalent, chez qui pensez-vous qu'il ira ? Parce qu'acheter un meuble, acheter un travail du bois, acheter un meuble d'ébénisterie, c'est acheter 200 ans de savoir-faire en France. Je vais parler un petit peu de moi. Pourquoi je me bats à faire 50 conférences par an à Épinal ? Tout simplement parce qu'on va chercher des bouquins aux États-Unis. Enfin, on allait chercher des bouquins, merci Seb, merci Lucas, aux États-Unis, parce que l'ébénisterie, c'est français. Nom d'un chien, mais soyons fiers. Pardon, l'ébénisterie, c'est français, et on va chercher des références livresques aux États-Unis. Mais est-ce qu'on pourrait une fois être fier de ce qui fait partie des plus belles choses de notre pays, quoi ? Donc, vous êtes tous passionnés du bois, les vecteurs de la transmission de ce savoir-faire qui est merveilleux. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Quand vous vendez un meuble, il y a de la technique, il y a de l'outil, il y a de la coupe, il y a de la machine, il y a tout ce que vous voulez. Mais il y a un patrimoine, il y a un savoir-faire. Ces savoir-faire, on doit les transmettre. Tout à l'heure, en plaisantant, Léo a dit il est semi-industriel. Je ne vais pas faire de sémantique, mais dans le semi, c'est que nous, à notre niveau, fabricants d'outils, on sème pour transmettre le savoir-faire du piquage de râpe. Et vous, tous là, vous semez pour que les générations futures puissent continuer à travailler. Je vois Marie ici. Tu peux dire ton âge, Marie ? 18 ans ? Mouchard, formation d'ébénisterie. Pourquoi tu as choisi l'ébénisterie ? Voilà, c'est hyper fin comme métier, on va chercher le détail. Nous avons vu une petite, je termine là-dessus, 15 ans. Elle était désespérée parce que à l'école où elle est, une école d'ébénisterie, on la forme à l'agencement, mais l'agencement de base. C'est un drame, on gaspille.
Juste avant de prendre les questions suivantes, j'ai le droit de répondre, moi. Moi, je vais répondre aussi à la question parce que je suis un pur amateur et je vais vous expliquer pourquoi, effectivement, je travaille à la main. Je ne travaille pas tout le temps à la main, pas dire de malhonnêteté. Il y a 2 raisons à ça. Je travaille à la main pour ma santé et pour mon plaisir. Pour ma santé, parce que moi, je fais un métier qui est extrêmement théorique. Je travaille dans l'informatique pour un grand groupe bancaire. Donc, quand j'arrive chez moi le soir, mon travail a très peu de sens, finalement. Ce que je fais, c'est rattaché à très peu de choses. On est complètement hors sol dans le travail que je fais. Voilà, on n'a pas de notion concrète de ce à quoi sert ce qu'on fait, etc. Moi, finalement, je travaille pour des machines, il faut quand même le savoir. Je fais de l'informatique, j'ai 2500 serveurs en parc. Ça vous donne une petite idée. Donc ça, c'est la première chose. Je vais travailler dans les embouteillages et je reviens dans les embouteillages. Voilà, ça, c'est mon quotidien. Donc moi, ce que j'aime, et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, Michel, je rentre chez moi, je prends un racloir, un rabot, je fais un copeau et j'entends le son de la matière. Et ça nous rattache au sol. Et ça, c'est pour ma santé psychologique, c'est très très important. Et pour mon plaisir, parce que je prends du plaisir à faire ça. Voilà pour moi les vraies raisons de travailler à la main. Et c'est vrai que quand j'ai fini ma journée de boulot, j'aime bien aller dans mon atelier, mais j'ai pas du tout envie de mettre en route une machine électrique, même avec le casque anti-bruit sur les oreilles. Et même si j'ai la chance d'avoir de très bonnes machines électriques, je suis équipé Felder, voilà, c'est pas dégueulasse pour un amateur. J'ai aussi une CNC, j'ai pas envie de l'entendre tourner à certains moments. Voilà. Donc voilà les raisons pour lesquelles moi je fais du travail à la main. Même si je suis moins bon que ces personnes dans le travail à la main. Il y a un monsieur juste devant toi, regarde, il lève le doigt. Vous êtes tous fort sympathiques, c'est vrai. Hein on est beau aussi. C'est vrai, on est vrai beau. Que... Non, il veut pas répondre là. Ouais, on est beau ou pas comme du bois, je vous mettrais bien dans mon poêle pour que ça chauffe. Hein. Non mais, vous êtes des amateurs, vous êtes des pros, mais enfin, vous n'êtes pas des gamins, pas des débutants. Hein. Donc à chacun d'entre vous, ce que je voudrais demander, c'est de me faire un meuble en bois massif. Hein. Et je voudrais que vous me fassiez 2 versions de ce meuble. Hein. Une avec vos machines, uniquement l'autre version main. Hein. Au bout du compte, est-ce qu'on va avoir des jumeaux homozygotes ou hétérozygotes? Juste, on est rejoint par Grégory Flippo, qui lui est un passionné de... il est maintenant charpentier de marine, après avoir été pâtissier, chocolatier, glacier, en gros, hein, voilà. Et lui, il vous parlera du travail du bois à la main dans la construction navale. On aura des jumeaux qui seront hétérozygotes. On n'aura pas exactement le même meuble. Ils ne seront pas conçus exactement de la même manière, tout simplement parce que les machines, en fait, offrent certaines possibilités que le travail à la main n'offre pas. On n'aura pas nécessairement, en fait, des panneaux qui seront très jointifs. On aura des assemblages qui seront forcément appairés quand on va travailler à la main. On va avoir des différences qui vont être minimes. Normalement, comment on appelle ça, visuellement parlant, on n'aura pas tant de différences que ça. Mais dans la conception même du meuble, il y aura quand même quelques petites adaptations qui permettront, parce que la machine, en réalité, ça c'est un point qui est important en fait. La machine vous offre un potentiel qui est un potentiel de puissance sur une tâche donnée et définie. C'est tout. C'est-à-dire, elle n'est pas capable en fait de faire d'autres choses. Avec vos outils à main, en fait, vous avez besoin d'investir une 50aine d'outils pour faire quasiment la totalité des réalisations. Sur cette base-là, à partir du moment où vous comprenez les outils, où vous savez les utiliser, vous êtes en mesure de faire quasiment toutes les réalisations. Et là, pour le coup, c'est juste une histoire de comment j'ai une tâche à faire, je comprends la fonctionnalité de l'outil et qu'est-ce que je fais, quel outil je mets en place pour réaliser ça. Je me permets d'interrompre avec une petite question complémentaire que je pense être intéressante. Parmi tous ceux d'entre vous qui feraient ce meuble à la machine, vous êtes capable de le finir uniquement à la machine? Moi, ça va être rapide. Moi, je ne peux pas faire les 2 jumeaux. Si on me demande de faire le meuble entier à la machine, je suis incapable. Je n'ai pas le stock de machines nécessaire, avec le nombre de fraises nécessaires, avec tout ce que cela implique pour le réaliser. Il y a une des parties de la gémellité qui n'existe pas. Pour répondre à la question, c'est pas une critique, mais pour moi la question n'a aucun sens dans la mesure où j'aurais absolument pas l'idée de faire le même meuble à la machine qu'à la machine. En fait,
pourquoi à la machine, je vais avoir plutôt tendance, sauf si je veux vraiment me compliquer les choses, mais à faire un meuble relativement droit, carré, avec des pièces bien perpendiculaires les unes aux autres, etc. Alors qu'à la main, par contre, je vais beaucoup plus m'amuser à faire quelque chose de complètement décalé, des pieds dans tous les sens. On peut imaginer ce qu'on veut. Les limites sont assez poussées très haut quand on travaille à la main par rapport à la machine. Et en fait, du coup, non, je ne voudrais pas faire le même meuble. Sébastien, il y a quelque temps, a essayé de faire un meuble qui était destiné à être fait à la machine. Ça a été un enfer, en fait. Un enfer à faire. C'était fait pour être fait avec une domino ou je ne sais quoi. Et à la main, en fait, ce n'est pas fait pour être fait à la main. C'était l'arbre de chez Roche-Beaubois, hein, une bibliothèque et tout ça. Une étagère, voilà, en forme d'arbre. C'est l'enfer. Enfin, c'est pas fait, en fait. C'est ce que j'explique aussi aux gens qui viennent me poser des questions et qui me disent bah, je voudrais faire ça et tout. Mais je dis ça, c'est un plan. Vous savez, quand on veut faire un meuble, on commence déjà par s'inspirer d'Internet, par tout ce qu'on a, et on essaie de trouver des plans. Et souvent, les plans sont faits pour la machine. Et les premières erreurs qu'on fait quand on travaille à la main, c'est de dire bon, bah, je veux faire ça. Et c'est pas du tout fait pour être fait à la main. Ouais, c'est fait pour la machine et souvent, c'est pas fait pour du massif. C'est fait pour du panneau de particules. Qui n'est pas du bois, on est tous d'accord là-dessus. Je me permets de... Vous avez vu, on fait apparaître des gens. Bonjour. Je me permets de répondre aussi à la question. Je construis pas de meubles, je construis des bateaux. On utilise bien sûr des machines. Quand j'ai une quille en chaîne de 300 par 150 sur 8 mètres à raboter, je le fais pas à la main. Par contre, je suis tout à fait capable de vous construire un bateau 100% aux outils à main. Et ni moi, ni aucun autre charpentier de marine ne sera capable de vous construire un bateau qui flotte, même pas esthétique, juste un bateau qui flotte avec des machines. C'est impossible. On est obligé de reprendre toutes les pièces d'un bateau avec des outils à main. Aucune machine n'est capable de sortir les courbes avec les assemblages dans la courbe nécessaires pour faire un bateau. Voilà. Donc moi personnellement, si je dois faire le même meuble complètement à la machine ou complètement à la main, j'aurai un meuble qui est complètement fini à la main et j'aurai un tas de planches bien corroyées à la machine. Mais ça c'est pour moi personnellement. Donc ça va dépendre chacun de notre façon de travailler et du choix qu'on a fait sur notre travail. Thèse, antithèse, synthèse. À la main, à la machine, en fait, à mon sens, ça vaut le coup aussi de voir où la machine est intéressante et où le travail à la main est intéressant. Moi, ce que je vois, en fait, je vois énormément d'artisans qui sont équipés 100% machine, avec des surfaces d'atelier qui frisent les 500 mètres carrés, je ne rigole pas en fait, 500 mètres carrés, des investissements qui sont à 5 voire 6 chiffres. On se retrouve aussi avec des volumes qui sont absolument hallucinants. Quand on travaille à la machine, ça nécessite ça. Et je vois des gens qui sont incapables de faire des retouches, ne serait-ce qu'avec une scie ou un ciseau à bois. Ce serait bien que ces gens-là, en fait, justement, reviennent un petit peu aux outils à main pour être en mesure, juste dans un souci d'efficacité, de faire des retouches à la main pour que je sois parfaitement jointif à la fin. Et de l'autre côté, en fait, au niveau de la main, la machine, elle a ceci d'intéressant qu'elle va absorber de la puissance et qu'on va pouvoir justement lui confier des tâches qui sont chronophages et énergivores. Tout ce qui est délignage, tout ce qui est corroyage, et c'est ce que je rejoins donc Xavier sur ce point-là, en fait, des kilomètres linéaires de délignage à la scie aiguine, j'en ai fait, des kilomètres carrés au rabot pour le corroyage, j'en ai fait. Si un jour je tombe sur une bonne machine d'occasion pour faire du corroyage, une dégo rabot, un système d'aspiration, je dirais pas nécessairement non. Par contre, il faut voir que quand on travaille uniquement à la main, on a nécessairement un espace beaucoup plus réduit. Sur 15-20 mètres carrés, vous êtes en mesure de venir à bout de quasiment la majorité des réalisations. Et dans ces cas-là, je vous mets au défi de trouver un système avec des machines qui permettent de faire la même chose dans aussi peu de temps et dans aussi peu d'espace. Moi, j'ai un autre. Je connais un collègue qui est charpentier, mais une grosse maison avec 120 salariés. Ils ont investi dans des machines 5 axes. C'est fabuleux, c'est magnifique. J'ai été le voir pour lui vendre des outils à main. Puis il me dit, moi, j'en ai pas besoin, j'ai les machines.
Je dis, mais quand tu as une petite erreur sur une poutre, qu'est-ce que tu fais? Je remets un bout de bois dedans, j'en refais une. Il y a un assemblage qui est défaillant, on refait la poutre. Et l'autre, on en refait une plus petite ou on la fout au brûlage. Et lui, il a 120 salariés et il gagne sa vie. Donc ça fait peur quand même. Pour reprendre les machines à 5 axes, j'ai un très bon collègue qui a une société où ils produisent du parquet bois massif, avec une dimension très moderne et contemporaine, à réutiliser des essences qu'on n'utilise plus, comme le merisier par exemple. Bref. Et j'ai acheté 120 mètres carrés de parquet chez lui. Et il s'avère que j'ai voulu faire quelques petites tablettes sous les fenêtres, un peu de tablettage comme ça. Et j'ai repris les lames de parquet sorties poncées, donc à la 4 faces, poncées correctement. Et ben quand on les utilise et qu'on les place sous une varlope, un numéro 8 ou un numéro 7, ben les planches, elles ne sont pas plates, elles ne sont pas planes. Elles ont besoin d'être reprises correctement à la varlope. On a une précision qu'on n'arrive pas à avoir avec ces machines-là, qui sont des machines pour produire du parquet de manière industrielle. Et l'outil à la main permet autre chose. Moi, je vais faire appel à votre mémoire et savoir quelle est votre Madeleine de Proust. Qu'est-ce qui vous a fait chacun basculer ou commencer avec les outils à main ? Donc moi, c'était simple. J'ai acheté une maison en 95, une ferme d'alpage, tout en bois. À l'époque, l'achat de la maison m'a coûté un bras et demi. Pendant longtemps, elle était d'ailleurs plus à la banque qu'à moi, mais bon. Et à l'époque, j'avais le choix, c'était d'acheter des machines ou d'acheter du bois. Donc j'ai acheté du bois, et puis je me suis débrouillé avec des outils que je trouvais à droite à gauche pour travailler. Pendant 10 ans, c'était un peu la galère, et après, ça marchait bien. Donc moi, c'est vraiment un problème économique, en fait. Moi, c'est mon grand-papa qui était menuisier ébéniste. Puis en fait, en travaillant à la main, j'ai retrouvé des odeurs, des bruits qui me rappelaient mon grand-papa. Alors, personnellement, à la base, moi, j'ai commencé quasiment uniquement à l'électroportatif. Il y a 2 raisons à ça. La première, c'est parce que j'avais peur de mon incompétence. Donc je considérais, alors moi j'ai commencé avec la défonceuse pour des raisons de coût bien sûr, mais parce que c'est un outil qui n'est pas très cher la défonceuse, hein. C'est très très accessible, on peut faire plein de choses avec. Donc j'ai commencé avec ça. Je me disais, si c'est la machine qui le fait, ça va être bon. C'est un petit peu la logique, je fais un truc à la main, ça va pas être bon, ça va pas être droit, etc. Donc je fais avec la machine, ça va être bon, ce qui est complètement faux hein, au passage. Donc moi j'ai commencé comme ça. Et puis, il y a 2 choses qui m'ont fait vraiment avoir le déclic. La première, c'est la rencontre de Michel, là, donc ce monsieur, puisque je suis venu un jour sur son stand et sur l'atelier Touchons du Bois. J'ai vu les râpes, j'ai vu les rabots, j'ai vu une bande de fous furieux qui ça avait l'air de leur plaire. Alors j'ai essayé et je me suis rendu compte qu'en fait, l'outil à main, c'est finalement la seule chose qui vous permet de comprendre la matière, de vous comprendre le bois en tant que matériau. Si vous le travaillez uniquement à la machine, vous ne comprendrez jamais comment ça fonctionne. Donc le fait que ce soit un matériau vivant, hétérogène et anisotrope ne peut être compris que quand on va le travailler à la main. Ce qui m'a fait basculer, c'est la rencontre de Michel, qui sait vous parler des outils comme personne. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, la deuxième, c'est effectivement le fait que c'est la chose qui permette de comprendre le matériau. Alors, moi, c'est le fait de... Puis tout petit, dans ma famille, mon père, mon grand-père étaient passionnés d'outillage. Et du coup, j'ai appris très jeune à plutôt restaurer plutôt que de jeter et d'acheter des outils de qualité pour qu'ils puissent durer et que je puisse les transmettre. Et du coup, forcément, on commence à toucher un peu le bois, un peu le métal, un peu tout. Et le fait de voir la matière se transformer, ça n'a pas de prix en fait. Prendre une machine pour faire 4 coupes, tout le monde peut le faire. Maintenant, commencer à faire des queues d'aronde ou des trucs comme ça, le résultat, même s'il n'est pas beau, c'est nous qui l'avons fait réellement. C'est pas une machine qui a fait à notre place. Et on retrouve un peu l'humanité qu'on a au fond de nous, quoi. Alors moi, la question, c'est pas forcément pourquoi je me suis mis aux outils à main, parce que je suis fabricant d'outils à main. Mais je vais essayer d'y répondre un petit peu. Alors pourquoi je me suis mis à la fabrication d'outils à main, c'est autre chose. C'était surtout pour
fuir mon autre métier d'avant, qui était le ferronnier d'art. Et en étant ferronnier d'art, j'ai beaucoup travaillé pour le luxe. Et dans le luxe, je m'y retrouvais pas en termes de concret. C'était pas assez concret pour moi parce que je m'y retrouvais pas pour travailler pour les grands riches. Et je préférais travailler pour mes semblables. Travailler pour les artisans, travailler pour ceux qui ont besoin. Et ceux qui selon moi méritent un savoir-faire important. Moi, l'histoire, elle a commencé, c'était une jardinière que je devais faire pour la maison. Alors moi, c'est pas ma Madeleine de Proust parce que j'en suis pas fier du tout en fait de cette jardinière-là, vraiment. Et du coup, voilà, ça a commencé comme ça et j'avais rien en termes de matériel et j'avais pas vraiment la volonté de ramener le matos de l'entreprise chez moi pour faire ça, donc j'ai commencé avec ce que j'avais. Et assez rapidement, je suis quand même réussi à venir à bout de la réalisation. Je l'ai mis en place. Il y avait des vis partout, des bouts de bois n'étaient pas propres, elle était bancale. Enfin, il n'y avait rien calé. Et à partir de là, en fait, c'était ce coin là qui s'est enfoncé dans le bois et qui après demandait plus qu'à progresser. Et donc, j'ai cherché à comprendre comment est-ce que je pouvais faire mieux, plus solide, comment est-ce que je pouvais faire plus propre, comment est-ce que ça doit se faire aussi, parce que finalement, si ça tenait pas debout, c'est peut-être parce que j'avais pas fait comme ça devrait être fait. Et puis, de fil en aiguille, en fait, au fur et à mesure des réalisations, on apprend et les réalisations s'étoffent les unes après les autres et on finit par acquérir des connaissances qui nous permettent de faire des choses un peu sympas, quoi. Mais je pense que j'ai commencé un peu comme Monsieur Tout-le-Monde et comme les trois quarts de vous ici, quoi. Moi, j'ai pas de Madeleine de Proust à proprement parler, mais je me suis mis au travail du bois à la base parce que j'avais un sommier en métal qui s'est affaissé. Alors, je tiens à préciser que juste avant de venir, j'étais avec le chat sur la balance, j'ai vu 129 kilos. J'ai dit que je trouvais qu'il était un peu gros, qu'il fallait faire 2 migrations de croquettes à partir de demain. C'est ça, exactement. C'est un tigre de combat. Le point qui est important, c'est que ce sommier-là, j'avais le choix en fait entre aller chez Ikea, Conforama, But, pour citer que ces marques-là, et acheter en fait un sommier que les ingés ou les fabricants ont défini comme étant bon pour moi, ou alors le fabriquer moi-même. Moi-même, ça veut dire en fait se réapproprier aussi les savoirs et les savoir-faire, être en mesure en fait de fabriquer soi-même en autonomie justement ce sommier. Ça m'a coûté exactement le même prix économiquement parlant. J'ai acheté des planches de coffrage, j'ai acheté une visseuse dévisseuse, une boîte de vis, une équerre, un crayon de charpentier, une scie, et j'ai terminé en fait avec un sommier dans lequel j'ai dormi pendant des années. J'étais dans un T2 au 4e étage dans l'ascenseur d'une résidence à Toulouse. J'avais des voisins, je ne pouvais pas me permettre de travailler à la machine. Et c'est la raison pour laquelle ensuite je me suis tourné vers les outils à main, partant du constat très simple, très pragmatique, que de toute manière, une Dego Rabot de 400 kg, je ne pourrais pas la monter en fait au 4e étage sans ascenseur de cette résidence-là. Et donc, sur le corroyage d'1 mètre cube de chêne, si je vais chez Casto Pipo, chez Perlin Pimpin, en fait, ça me coûte 3 500 € et ça aurait dû monter, mais alors de manière exponentielle, je parle encore à l'époque. Et qu'en face, en prenant du bois brut de sciage et en corroyant moi-même, le delta me permettait d'investir dans l'achat de l'ensemble des outils qui me permettaient de corroyer, plus les outils d'assemblage qui sont la guimbarde et le Guillaume. Donc un numéro 4, un numéro 5, un numéro 7 ou un numéro 8, plus le Guillaume. Et je pense que dedans, j'ai pu caser encore le rabot recalé. Voilà, ça c'était le constat que je faisais qui m'a amené finalement au travail du bois à la main. Sur le sujet, je vous encourage à faire un petit exercice intéressant. Vous allez sur le stand de Michel et il y a quelques boiseux qui ont déposé la caisse à outils, vous savez, la caisse à outils de menuisier. Ce que vous faites, c'est que vous regardez un petit peu les outils, vous discutez avec le propriétaire de la caisse à outils, bien sûr, parce qu'on ne fouille pas là-dedans comme ça, et vous essayez d'imaginer la logistique qu'il vous faudrait pour transporter toutes les machines assurant les fonctions de ces outils. Voilà, faites cet exercice-là. Donc la Rabot Dego, la scie à ruban, enfin tout, la totale. Vous allez voir que c'est intéressant. Je termine très vite. Moi, j'ai pas beaucoup de mérite. J'ai eu à grandir, voilà, au pied des établis, dans les copeaux.
Et ce qui est rigolo, c'est ma grand-mère maternelle, elle était très assidue sur le fait d'avoir une bibliothèque avec des livres spécialisés et des anciens livres spécialisés là-dedans, et d'ouvrir ces livres comme des espèces de trésors et essayer de se dire, tiens, j'ai 4 ans, on me donne un morceau de bois, je fais sortir un copeau et j'ai l'impression que ça ressemble à ce qui est affiché sur le livre. Et voilà, c'est un peu parti de là sans doute. Rapidement, moi j'ai commencé le travail du bois parce que je voulais un canoë en bois parce qu'en plastique c'est pas beau. Et un canoë en bois, j'avais pas les moyens de m'en acheter un. Donc j'avais pas les moyens non plus de me payer des machines. Je me suis acheté 3 planches, 3 ciseaux, un rabot de pomme et je me suis fait mon canoë. J'aurais attendu d'avoir une rabot d'ego, une scie à format et tutti quanti, plus les outils à main dont j'avais de toute manière besoin, j'aurais toujours pas mon canoë. Je vais donc synthétiser tout ça. En fait, travailler le bois aux outils à main, ça libère. Tu veux dire comme les pruneaux, ça libère ou Non, pardon. Excuse-moi, Ça nous libère des banquiers, c'est ça que ça veut dire. Pour le laisser, Bonjour à oui. tous. J'ai une petite question à vous poser qui concerne justement le lien de l'artisan avec la machine. J'ai le sentiment que la machine, enfin, c'est un sentiment très personnel, peut-être que personne ne le partage, mais j'ai le sentiment qu'une machine, c'est un outil. Donc, à quel moment on doit considérer que la machine industrielle n'est pas réconciliable avec l'outil à main, qui reste une machine très sommaire, et très complexe à la fois. Est-ce que c'est lié à l'interaction qu'il peut y avoir entre les artisans et les industriels? Je fais référence un peu à la relation qu'il peut y avoir avec eux lors de la précédente conférence. C'est ça qui est la limitation, ou est-ce qu'on est désespéré et on saura que les machines n'atteindront jamais la capacité des outils à main? Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment définitivement irréconciliable? Donc pour moi, d'abord, il n'y a pas d'irréconciliable. Enfin, c'est pas irréconciliable, n'est-ce pas? Il n'y a pas de règle de ce côté-là. Et il ne faut pas confondre l'utilisation d'une machine et la production industrielle. C'est deux choses complètement différentes. Je crois savoir qu'il y a derrière moi des aficionados du travail aux outils à main qui utilisent très volontiers, par exemple, une rabot d'ego, parce que le corroyage, dans une certaine mesure, c'est bien de savoir le faire à la main, mais on a aussi tous des métiers à un temps limité. On vit quand même dans un siècle où le temps, c'est quelque chose qui n'a plus la même valeur que ce que ça a pu avoir. Donc, pour toutes ces raisons-là, on peut être amené aussi à s'auxiliariser avec des machines. L'intérêt de ça, c'est que la machine reste à notre service, qu'elle ne soit pas un facteur d'aliénation ni de l'art qu'on exerce, et ni non plus de l'être humain qui l'exerce. Voilà, pour moi, c'est aussi simple que ça. Tant qu'on reste dans ces limites, il n'y a aucun problème à faire coexister ces deux moyens d'arriver à une fin. Moi, j'aurais tendance, en fait, à me poser la question, dans ces cas-là, l'outil, c'en est un. La machine est un outil au même titre que le ciseau à bois ou que le rabot que j'utilise. Et quelle que soit la machine, on parle en fait de rabot d'ego, mais on va aller un peu plus loin, la machine 5 axes ou éventuellement en fait les CNC sont des outils aussi à part entière. La question, c'est à quel dessin on utilise cet outil, c'est-à-dire pourquoi on le fait en fait. Et dans ce cadre-là, moi je me pose la question de qu'est-ce qu'on devient nous en tant que personne, c'est-à-dire en fait, est-ce qu'on devient opérateur ou est-ce qu'on reste artisan? Et cette distinction, pour moi, elle est fondamentale. C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans un schéma de répétabilité où on va venir coder? Dans ces cas-là, on ne travaille plus le bois, en fait. On ne travaille plus le bois de la même manière, peut-être. On va rester sur ce plan-là. Ou alors, au contraire, est-ce qu'en fait, on est dans cette réaction qui est une réaction plutôt active, de comprendre ce qui se passe, d'essayer de voir, en fait, par rapport à cet outil-là, par rapport à la matière, etc., etc. Moi, la question, pour moi, elle se pose dans ces termes-là, quoi. Je voudrais revenir sur le sujet de cette table ronde. Le sujet de la table ronde n'est pas d'opposer travail aux outils à main avec travail à la machine. Pour nous, c'est un tout. La question, c'est une question de proportion, de passion, de tradition, de tout ce que vous voulez.
Je laisse encore intervenir si quelqu'un veut prendre la parole. Sinon, j'ai une question à poser. Nous avons au fond de la salle des compagnons qui sont les porteurs de la tradition. Bon, je laisserai. Il y a une main qui s'est levée, j'ai repéré. Alors, je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus, et ce que vient de dire Michel est totalement vrai. En fait, on fait partie des personnes qui essayent de réconcilier et de ramener des valeurs et des choses qui se sont perdues. Les machines sont des outils, donc pourquoi on a boudé les outils qui nous ont amenés à avoir ces machines? Et pourquoi on boude les nouvelles technologies qui peuvent nous apporter encore plus? Moi, j'ai beaucoup de respect pour Yann qui se bat constamment pour justement montrer que les trois peuvent cohabiter. Que ce soit la CNC, les machines type industriel ou des grosses machines de menuiserie et les outils à main. Et il n'y a pas de problème à ça. C'est justement, il faut que tout cohabite. Dans beaucoup de pays, les pays anglo-saxons ou quoi, ils le gardent. Nous, on a décidé à un moment donné de tuer notre artisanat, et maintenant on s'aperçoit que il faut le faire revivre. Et le problème, c'est qu'il faut tout réapprendre parce qu'on a tout oublié. Je vous invite aussi également à avoir une réflexion sur la machine en elle-même. Je vous prends un exemple très simple. Quand vous percez des trous avec une tarière, vous savez ce que c'est qu'une tarière, vous avez la mèche, et puis voilà. Quand vous percez des trous avec une chignole, quand vous percez des trous avec la chignole avec un moteur, quand vous avez plusieurs chignoles avec des moteurs les unes à côté des autres, ça donne donc ce qu'on appelle une perceuse multibroche. Et quand vous mettez votre chignole au bout d'une machine à plusieurs axes qui se déplace sur un portique, qu'on appelle donc une CNC, à quel moment est-ce que c'est devenu une machine? Alors j'ai une question relativement simple qui vient d'expérience personnelle. Mes outils à main, j'ai l'impression d'arriver à les maîtriser comme il faut. Alors que les machines, j'ai l'impression de toujours devoir dépendre de leurs défauts. Est-ce que vous aussi, vous avez tous eu ce ressenti-là? Je donne un exemple. J'ai une vieille dégauchisseuse qui est plus vieille que moi. Elle talonne. Je sais qu'il faut que je fasse avec et que j'adapte mes pièces en permanence avec ça. Est-ce que vous aussi, vous avez toujours l'impression d'être dépendant de la machine et maître de vos outils à main? On va laisser répondre la salle. Je crois que quelqu'un a levé la main très motivé. Oui, entre l'outil et la matière, il y a une grande différence, je pense, selon l'importance de l'outil. Et moi, ce que je voudrais souligner, c'est tout ce qui a trait aux gestes qu'on emploie, et notamment avec les outils à main. Le geste est important, le geste est quelque chose qu'il faut apprendre. Michel, par exemple, dans sa démonstration, nous a montré le bon et le mauvais usage d'une râpe. Déjà, rien que le son n'est pas le même, et le geste, en tant que tel, est spécifique de l'usage d'une râpe, et ça prend. Voilà. Et par exemple, pour prendre une comparaison, sur le stand, on peut utiliser un rabot Linsen, un rabot Veritas. Ce ne sont pas les mêmes. Il y en a un qui est plus lourd que l'autre, l'autre qui tient mieux dans la main. Et les gestes, du coup, en découlent. Et je pense que ce qui nous satisfait dans le travail aux outils à main, c'est qu'on emploie des gestes qui sont source de sensations et de sensations agréables. Et ça, la machine s'interpose un peu entre nous et la matière. C'est très vrai pour une scie à ruban ou une scie à format où on déplace un chariot. C'est encore vrai un peu pour une rabot où on ne touche plus grand-chose. La dégo, il y a juste à plaquer. La scie ruban, on a quand même déjà notre petit geste. Mais après, revenir avec le plaisir d'une scie qui coupe bien, qui chante dans le bois, c'est un peu incomparable, quoi. Et un ciseau qui coupe bien, c'est un plaisir. Le geste, du coup, est vraiment source de satisfaction. Et le plaisir, la passion qu'on a, je pense, passe par ce côté physique, presque animal. Voilà. Je vais adresser cette remarque-là, en fait. Et après, ce sera bien de revenir aussi sur la remarque qui a été faite tout à l'heure, enfin la question qui a été posée. Moi, je pense, en fait, que
il faut, enfin le geste justement en fait c'est un point essentiel quand on travaille aux outils à main. Il n'y a pas de rapport plus direct à la matière qu'avec les outils à main. C'est-à-dire qu'en fait on sent que le bois n'est pas résiste, que le tranchant n'est plus forcément bien affûté. On sent que l'acier a un avoyage qui est trop important, qu'il y a une dent qui saute et qui fait que la scie broute dans la matière. Et tout ça, en fait, amène à une conclusion qui est un défaut de technique, un défaut de gestuel, un défaut. Alors moi, je prône justement de partir sur des outils qui sont des outils qui portent leur fonction. Hélas, ces outils-là, mais là, c'est un jugement un petit peu, mais je veux dire que ces outils-là se trouvent dans le haut de gamme. Le moyen de gamme et le bas de gamme n'ont pas justement les fonctions et ne tiennent pas la fonction justement pour laquelle l'outil est conçu. Et je reviens aussi sur un autre outil qui est essentiel, qui est en jeu quand on travaille le bois à la main, en fait, c'est le corps. Il me semble fondamental de se réapproprier les gestuels, justement, et justement faire en sorte que l'effort que l'on va faire pour mettre dans l'outil ne soit pas juste concentré sur un muscle, mais soit réparti sur un ensemble de chaînes musculaires qui met en jeu des muscles plus puissants, qui eux vont pouvoir faire le boulot beaucoup plus facilement et qui vont nous, beaucoup plus efficacement en tout cas, que si on le faisait juste sur un muscle. Peut-être pour revenir en fait à la question qui était posée là-bas, pour en tout cas y répondre, le point que la machine, est-on dépendant de la machine? En fait, on est dépendant, à mon sens, aussi du fabricant, c'est-à-dire que on a besoin d'un SAV, on a besoin de pièces détachées, et en réalité, quand on travaille aux outils à main, nous, ce qu'on a comme besoin, c'est d'entretenir ces outils. Et ça, c'est fondamental de comprendre justement l'outil, de comprendre comment l'entretenir. Ça ne vous coûte rien. C'est-à-dire c'est une pierre à affûter tous les 3 ans, un peu d'huile de camélia, un flacon tous les 2 ans, et une boîte de pansement. Ça, c'est ce que ça me coûte, moi, de travailler aux outils à main. Après, quand on travaille à la machine, nécessairement, ça tombe pas. Nécessairement, il y a besoin de changer. Il y a des abrasifs, il y a des consommables, il y a tout ce qui va bien, et qui permet aussi, en fait, d'une certaine manière, d'entretenir ce flux financier sur lequel, en fait, tout ce système fonctionne et perdure, quoi. Donc par rapport à machine ou à main, moi je travaille un peu avec les deux, suivant l'utilisation. Par rapport à la main, donc j'achète des outils anciens, pas très chers, qui font le job. Je vais facturer mon heure de travail à 22 €. L'État me récupère un petit peu au passage, tout ce qui est charge. J'arrive à l'arrivée avec un salaire de 15 € de l'heure. Ça fait le job. Si je travaille à la machine, il va falloir que je facture mon heure 55 € pour l'électricité, tout l'affûtage des lames, le retour sur investissement de ma machine, tout ça. Donc mon client va s'y retrouver à l'arrivée aussi. Je vais peut-être passer un petit peu plus d'heures, mais par contre, je vais les facturer moins cher. Et à l'arrivée, je suis peut-être même au même prix que quelqu'un qui aura travaillé 100% la machine. Ça, c'est pour moi personnellement. Je vais essayer d'aller, pas compléter, mais je crois que les propos que vous avez tenus, moi, ils m'ont vraiment parlé, dans le sens où la sensation qui nous relie à un outil pour le mettre en mouvement sur une pièce de bois, cette sensation-là, elle est propre à la morphologie de chacun, elle est propre au tempérament de chacun, elle est propre à sa culture aussi. Prendre un rabot, et je prends l'exemple d'un rabot, mais ça peut être à peu près pareil pour un ciseau à bois ou tout autre objet, mais prendre un rabot et essayer de développer la curiosité, de trouver quelques réglages fins, de pouvoir réduire une lumière, constater ce que ça donne, changer certains angles, observer ce qui est produit et voir si un réglage nous est plus propre qu'un autre, c'est aussi ça, se singulariser. Et à ce titre-là, observer, je vous donne un exemple simple qui remonte il n'y a pas très longtemps, j'ai offert un rabot à mon papa, un vieux rabot que j'ai restauré. Il a mis ses mains dessus et il n'a pas obtenu les copeaux que j'ai obtenus sans changer les réglages. Et puis on échange en fait. Et rapidement, il a remis en place son corps, il a repoussé le rabot correctement et ça a été complètement différent. Et ça, c'est un lien propre à chacun qui va tous vous parler. Je vous vois tous osciller de la tête, mais quelque part, ça fait partie du plaisir.
et mental, et physique, et dans le rapport qui nous singularise. Combien d'objets est-ce qu'on a récupéré en se disant, mais attends, ce rabot-là, il est entier, il n'est pas entier. Qu'est-ce qui manque? Attends, on s'en sert comment? Ça fait aussi partie de l'histoire et de la compréhension qu'on a. Pour revenir un peu sur les machines, la dégauchisseuse qui talonne, je crois qu'on l'a bien un peu tous vécu quand on a la chance d'avoir une dégauchisseuse. Moi, j'ai un collègue qui a déménagé. Il avait une petite machine de 26 cm de large. Là, vous les voyez, c'est fer de 26 cm. Il m'a dit, tu veux pas la prendre à la maison? Je lui ai dit, bah ouais, si tu veux. Donc, j'ai trouvé une petite place. Et c'est la seule machine volumineuse électrique que j'ai commencé à utiliser. Et j'ai été confronté à ça. Et rapidement, je me suis dit, en fait, c'est toi qui es nul. C'est pas possible d'être aussi mauvais et de ne pas trouver la solution. Il a fallu que je cherche. Et ça m'a juste donné envie de continuer à utiliser mes rabots le plus souvent possible, en fait. J'ai pas suffisamment eu la curiosité de me dire comment je vais remédier à ce problème parce que la pratique que j'en ai ne le nécessitait pas. C'est sûr que si j'avais à produire beaucoup plus de matière, j'aurais cherché à trouver plus de solutions, à être plus attentif. Voilà, et après j'ai essayé de basculer un peu sur certaines défonceuses. J'en ai une. Je l'utilise à peut-être 1%, mais j'ai pas envie de l'utiliser à plus. Ça me regarde. Mais en tout cas, elle m'attire bien moins que tout le reste. Parce que je reviens sur cette notion de me liant à l'outil, j'ai pas le même lien. Je dis pas qu'elle est pas bien, hein, mais j'ai pas le même lien. Si je peux me permettre juste une petite remarque au sujet du talonnage des rabots déco, parce que j'ai un petit peu étudié cette question-là. C'est souvent un défaut mécanique qui est très difficile à corriger. Et ce qui est assez triste, c'est qu'il y a énormément de menuisiers professionnels qui le corrigent d'une façon très très simple. Et moi, que je déplore vraiment, ils se contentent de couper 15 cm de chaque côté de la pièce de bois. Oui, et ça fait 30 cm. Et c'est dommage, vraiment. Je vois passer des gens dans l'allée, là. Je ne suis pas certain qu'ils utilisent des machines, mais ils font des tracés d'escalier. Et je crois qu'ils les font à la main, ces tracés. Ah bah oui. Donc je voudrais savoir pourquoi. Jackie? Dépêche-toi, ils essaient de s'enfuir. Mais je vais les courir après. Hein. Non, mais là, tu peux nous expliquer, parce que l'escalier à Épinal, je peux vous dire, Jackie vient depuis 3 ans à Épinal. C'est quelque chose qui attire le public de manière... C'est magnétique. Hein. Si tu veux bien nous parler, pourquoi ne pas utiliser une machine pour faire les tracés des escaliers? Bon, moi, je trace les escaliers traditionnellement au sol. Bon, il y a des modélisations en informatique. Moi, je préfère tracer au sol, mais bon, ce qui est plus rentable, c'est quand même le faire en informatique. Il y a une visualisation en informatique qu'on n'a pas en traçage traditionnel. Mais les deux ont leur avantage. Bon, moi, je maîtrise plus le traçage au sol que l'informatique, donc en général, ce qu'on n'aime pas, c'est ce qu'on ne sait pas faire. Bon, c'est pas compliqué. Autrement, ce qui est de l'usinage manuel ou machine, peu importe l'outil, moi c'est le but que je veux atteindre. C'est l'ouvrage que je veux faire. S'il y a une machine qui me convient, bah, tant mieux. Et si le rabot à main va plus vite, bah, tant mieux. Mais si je vais plus vite à la scie, je prendrai la scie circulaire. Hein. Voilà. Donc il y en a pour tout le monde là. Merci. Vous avez entendu que dès qu'il a pris la parole, il a dit je préfère avec une notion et d'une attirance presque charnelle, quoi. Moi j'ajoute juste il y a le rapport à l'outil, le rapport à la machine. Moi je me sers des deux comme on disait. J'ai la sensation en fait que quand je travaille à la main et que je réalise un meuble, j'ai eu tout un tas d'adversités qui m'est arrivé tout le long de la réalisation, que j'ai réussi à relever les unes après les autres, des trucs compliqués, des pépins, parfois on recommence une pièce, etc. parce qu'on s'est loupé. Et quand le meuble est fini,
on a vraiment en fait une sensation d'avoir maîtrisé son art, on a maîtrisé vraiment les outils, on a maîtrisé les techniques de travail, on a maîtrisé le fait que le bois justement parfois résiste à notre volonté, et on se sent vraiment, on se sent vraiment fort d'avoir réussi en fait cette réalisation, quoi. On est un peu fiers de nous, etc. On a envie de le montrer d'ailleurs à tout le monde. Mais et j'ai pas cette sensation-là en fait quand les pièces de bois sortent de la machine. Je travaille, je vous dis, sur des grosses pièces en charpente ou des choses comme ça, et quand la machine a terminé de raboter, ou quand la machine j'ai fait avec une scie à ruban portative, qui est un outil exceptionnel, mais quand j'ai fait une moulure en bout de panne, j'ai pas la même satisfaction du travail accompli quand je le sens avec une machine que quand je le fais à la main en fait. C'est aussi beaucoup ça qui fait le fait que j'aime travailler à la main. Je voudrais poser une question à certaines personnes qui sont dans la salle et préciser, rapporter un témoignage que Sébastien et moi avons vécu à l'école des compagnons d'Albi, où on a vu des gens malheureux de ne plus savoir utiliser des outils à main. Seb, j'exagère ou pas? Michel, tu parles sous mon contrôle, tu sais que oui, tu n'exagères pas. Et personnellement, tout seul, à l'Institut européen de formation des compagnons, j'ai vécu un petit peu la même expérience où j'ai vu des gens malheureux de ne plus savoir utiliser les outils parce qu'on n'a plus le temps de leur apprendre l'outil à main. Voilà. Et j'ai vu des gens heureux après que Jérémy, mon intervention matinale, il leur a fait faire des objets en bois. J'ai dit c'est pas possible, ils ne vont pas y arriver. Et avec n'importe quel outil, une scie, une râpe, un ciseau, ils sont arrivés à faire tous un résultat différent et tous un résultat absolument merveilleux qui m'a bluffé. Donc je voudrais que vous preniez la parole un petit peu pour expliquer, est-ce qu'il y a un manque pour vous de ne travailler qu'à la machine? Expliquez-nous votre sentiment un petit peu là-dessus. Donc bonjour. Donc actuellement en fait là j'ai fait à peu près une dizaine d'entreprises sur mon tour de France. Et en fait, effectivement, en entreprise, on travaille beaucoup sur des machines parce qu'on est là aussi pour de la production, et puis aussi il y a des normes aussi parfois. Par exemple, je pense à la menuiserie qui sont par exemple dans des fenêtres où il faut une qualité absolue. Mais par contre, on utilise beaucoup quand même, enfin, on n'a peut-être pas parlé, mais par contre quand on va en chantier, donc c'est-à-dire qu'on va aller poser le mobilier ou par exemple le mobilier chez le client justement, et ben vous faites... Au lieu d'aller faire des fois un aller-retour jusqu'au camion qui est garé des fois dans la rue ou carrément au parking, et du coup on a juste notre petite caisse à outils, et puis du coup on fait principalement à la main, et en fait on gagne un temps énorme aussi à la pause, par exemple pour du tablettage, des choses comme ça, on met simplement un petit coup de scie, un petit coup de râpe, et on vient justement épouser en fait le filler qui va venir tabletter parfaitement le mur parce qu'il n'est pas droit ou des choses comme ça. Voilà. En fait, l'avantage vraiment de travailler quand même pas mal à la main, ça va vraiment servir sur le chantier. Voilà. Ça permet de gagner vraiment du temps, des allers-retours des fois parce qu'on pose au 6e étage, par exemple à Paris ou dans des grandes villes, on gagne vraiment du temps là. Et effectivement, le manque en outils à main en formation, on l'utilise, mais peut-être pas assez, parce que des fois on n'a pas forcément des bons outils. On a peut-être des outils un peu bas de gamme, et puis du coup ça rappe pas, et puis on se dit ça fonctionne pas, et puis on va utiliser la machine en bas, et voilà. Alors que du coup on aurait vraiment des bons outils, ça change tout, quoi. Voilà. Puis ça change la qualité aussi de travail. Bonjour. Moi j'ai une petite anecdote du coup que je peux apporter à mon niveau, c'est-à-dire l'apprentissage. J'ai une anecdote d'un formateur qui était à Toulouse à l'époque, qui nous a raconté en fait, il passait les examens en fin d'année, le BP, et alors pour les menuisiers, le BP, l'épreuve principale, c'est faire de l'arrêtier. Je sais pas si ça parle à tout le monde l'arrêtier, mais en gros c'est de la recherche d'angles, de 2 angles au minimum sur une même pièce. C'est un peu technique. Et en fait, ils passent tous à la machine, et les CFA n'ont pas une machine par personne, forcément. Et le temps d'attente aux machines est parfois un peu long. Et du coup, il y avait une forte attente aux machines, et les épreuves sont limitées en temps.
Et il y a un des apprentis qui n'avait pas envie d'attendre. Et par passion, j'imagine, il avait appris le maniement du rabot. Et il s'est mis à faire ses angles, il les a tracés et il les a fait à la main. Et donc les formateurs qui lui ont dit, étaient en train de se dire mais il est fou, il va tuer sa pièce, il va jamais y arriver. Et puis après, tant pis, il va devoir recommencer son année. Et en fait, ça lui a pris un peu de temps à tracer. Mais une fois que c'était fait, ça lui a pris 1 heure à tomber la coupe. Et il a terminé sa pièce 4 heures avant tout le monde. Et tout le monde était bluffé parce que la coupe était vraiment très très propre. Et on se rend compte du coup que en fait il était dans son droit, il n'y avait personne qui a dit que ça devait être fait aux machines. Et on se rend compte que même l'exigence, du coup, parce que c'est l'État qui préparait les diplômes, ils ont calculé le temps en fonction. Généralement, ils sont assez justes sur ce qui est attendu. Et en fait, on s'est rendu compte qu'ils n'étaient pas prêts à ce que ce soit fait à la main. Et que du coup, vraiment, on est... Des fois, ça prend plus de temps. Et il y a moyen de gagner. Mais après, il aurait été seul aux machines. Oui, peut-être qu'il a été plus vite aux machines. Mais donc, c'est bien d'avoir les deux. Et voilà. En gros. C'est un bon complément en fait finalement parce que c'est ce que j'explique même si certaines choses peuvent être faites aussi efficacement voire mieux à la machine qu'à la main, etc. Il y a toujours un moment, il y a toujours un cas de figure dans lequel en fait la machine pourra pas le faire. Et donc à ce moment-là c'est intéressant quand même d'avoir le bagage technique pour pouvoir le faire effectivement à la machine. Ça, c'est primordial. Moi, le convoyage, c'est quelque chose qui est assez secondaire dans le travail du bois, enfin, dans l'apprentissage, en tout cas primaire du travail du bois aux outils à main, puisque la plupart de mes stagiaires ont chez eux une raboteuse dégauchisseuse et ils veulent apprendre à faire des assemblages. Et ils ont raison, parce que la première chose, c'est commencer par s'amuser et faire ce qu'on a envie, et c'est pas la partie la plus amusante. Mais par contre, je leur explique que c'est quand même important, déjà pour savoir ce qui se passe quand on met la pièce de bois dans la machine, parce que maintenant, on ne sait plus ce qui se passe. Mais aussi parce qu'à un moment ou un autre, ils auront une pièce qui ne rentrera pas dans la raboteuse dégauchisseuse. Je leur explique que par exemple, un plateau de table, un plateau d'établi, ça va être très compliqué. Il existe des montages, clairement. Mais à ce moment-là, en fait, le montage, le temps qu'il soit fait, moi j'ai déjà fini le dégauchissage du plateau de table ou du plateau d'établi. Il y a toujours besoin à un moment ou un autre de la machine, et il y a toujours besoin à un moment ou un autre du travail à la main. En fait, c'est super complémentaire. Et on a vraiment poussé à fond la machine et complètement dénigré le travail à la main, un peu comme on a poussé à fond les enfants à devenir médecins, à dénigrer complètement le bâtiment, c'était la même chose. Et en fait, on a polarisé le truc, alors qu'en fait, il faut prendre le meilleur des deux, essayer d'acquérir les techniques des deux mondes, et puis faire sa soupe avec tout ça, quoi. Voilà. Moi, j'irais compléter un petit peu, c'est assez amusant. Moi, je suis issu de l'industrie aéronautique, où il y a de la mécanique de précision, en fait, des usinages qui sont au centième bien tassés. On se retrouve, en fait, j'avais la certitude, avant de travailler le bois à la main, justement, j'avais la certitude que seules les machines étaient capables d'obtenir ce niveau de précision. Or, aujourd'hui, en fait, à la main, la technique, les outils, une certaine méthode en tout cas, permettent de choisir si le tenon entre dans la mortaise de manière lâche, de manière à peine ajustée, un peu ajustée, très ajustée, ou vraiment en force, en fait, en forçant comme un âne. Je ne connais pas en fait de machine qui offre cette capacité de précision pour ce qui concerne la réalisation. Réduire une largeur de tiroir parce qu'il ne passe pas dans son emplacement, ou une largeur de porte parce qu'elle ne rentre pas de 5 dixièmes ou de 1 dixième de millimètre, même 1 dixième, ça commence déjà à être assez compliqué à la machine quand même. Ça commence à être compliqué, voire beaucoup moins. On peut avoir des précisions 10 fois supérieures encore à la main. Et donc c'est intéressant justement, là simplement un petit coup de rabot et la pièce elle passe, quoi. Donc là, voilà. Moi, dans l'esprit des anecdotes un peu professionnelles, j'ai un de mes meilleurs amis qui a une entreprise de menuiserie. Et
il accueille des apprentis toutes les années ou tous les 2-3 ans. Et lui-même est déjà gêné parce qu'il est en difficulté pour prendre le temps d'affûter correctement certains ciseaux à bois. Et par définition, étant sur un chantier avec un ciseau à bois qui est tombé une première fois sur un sol pas approprié, hein, donc du béton, du carrelage, de ce que vous voulez, son ciseau il est bréché, le soir il rentre, il fait les devis, il répond au courrier, il envoie les mails et ainsi de suite. Il n'a pas mis son apprenti sur la tormec ou sur le touret pour affûter, et il est en difficulté pour avoir des outils pour rectifier directement sur le chantier correctement. Et quand un jour je vais à un atelier, j'avais besoin de corroyer 2,50 m de long pour un de mes établis. Bon, à 2,50 m tout seul, je lui dis prête-moi la machine, et il me dit tu viens à l'atelier. Et je tombe sur ces jeux de ciseaux à bois, mais moi fracture de la rétine. J'ai vu ça, j'ai dit c'est pas possible. Donc je prends les jeux de ciseaux, je les affûte, et je tombe sur un vieux Guillaume. Guillaume, voilà. Je prends l'initiative de l'affûter et je lui rends. Et il m'a dit non, 10 jours plus tard, il me dit Alex, je te remercie. Je dis qu'est-ce qui arrive? Il me dit j'ai jamais été aussi rapide pour rectifier une languette en bois de boue qu'avec le Guillaume. Il me dit mais j'avais oublié que cet outil il était hyper pratique. Il fallait qu'il fasse une petite pièce en râpant sur du parquet pour l'emboîter avec une traverse perpendiculaire. Et ben en fait il n'a jamais pu être aussi rapide, comme vous le disiez, qu'avec un petit outil à main. Sauf qu'aujourd'hui, il faut prendre le temps de l'affûter, il faut l'avoir dans une caisse à outils appropriée pour qu'on puisse s'en servir sur le chantier. Et prier, surtout prier pour pas qu'il tombe. Et après, ça marche très très bien. Mais je rejoins complètement ce point de vue-là. À titre personnel, je suis passé de je vais le faire à la machine parce que ce sera bien fait, puis ça va aller vite, à je vais rectifier tout ça à la main pour que ce soit assemblé rapidement parce que j'ai pas que ça à faire. Par rapport à l'horaire, Michel, tu me disais, bon là il nous reste théoriquement 7 minutes, ceci étant dit, il n'y a personne après. Et il me reste 31 heures d'enregistrement sur le disque dur. Juste un petit aparté par rapport à tout ce qui... Donc moi, par rapport à mon chemin entre l'outil à main et la machine. Pour moi, au début, j'ai commencé sur les 10 premières années. Pour moi, un rabot métallique était une machine. Donc j'avais que des rabots à bois, en bois. Au bout d'une dizaine d'années, j'avais maîtrisé le geste, l'outil, ça marchait très bien. J'ai commencé, grâce à un ami qui n'est plus là maintenant, Tony Merland, un vendeur d'outils anglais qui vendait des outils de très bonne qualité. En discutant avec lui, il m'a dit ouais bon, si tu veux, je te ramène des outils à bois anglais, mais essaye quand même les outils américains et anglais métalliques. J'y ai pris goût. J'utilise les deux parce que je savais le faire avec les rabots en bois, donc j'ai passé. Quand j'ai commencé mon activité professionnelle après avoir passé un CAP d'ébéniste, pour rentabiliser, il a fallu que je fasse des choix. Soit je dégauchis mes pièces à la varlope, au riflard et la varlope, ce qui était consommateur de temps et le client ne voyait jamais, parce qu'après il y avait de la finition. Donc j'ai investi dans des machines à ce moment-là. Donc j'ai des copains qui ont rigolé quand je suis passé du bois au métal. Il y en a d'autres qui ont rigolé quand je suis passé des rabots aux machines. Pour moi, je suis très pragmatique. J'ai quelque chose à réaliser. Maintenant, j'ai un client qui est en face de moi. Il va falloir qu'il paye le prix juste pour ce qu'il a demandé. Et ça ne me dérange absolument pas de passer sur du rabot bois très ancien. Pour moi, c'est un réel plaisir de les utiliser, entre parenthèses, sur du rabot métallique, sur certaines opérations ou sur des machines. Mon objectif à moi, c'est que mon temps soit valorisé à l'arrivée. Et je peux valoriser un travail à la machine, je ne peux pas valoriser du travail à la main pour dégrossir une pièce. Partir d'une planche et la faire au riflard à la varlope, c'est trop consommateur de temps. Je n'ai pas trouvé de client qui voulait le payer. Donc c'est clair que un rabot, même en bois, c'est une machine. Mais on peut se dire aussi, c'est en bois, ça travaille sur du bois, donc c'est un peu le prolongement de ma main, donc c'est pas une machine, allez, ça devient un copain de travail.
Après, on peut faire pareil avec un rabot métallique. C'est vrai que c'est très facile. Et puis ils peuvent être très beaux, avec des poignées en palissandre, avec des. Puis un outil qui a 150 ans, ça mérite respect aussi. Et après, on s'arrête. La limite, on s'arrête où on veut. Moi, j'aime pas acheter un outil à 500 €. Il y en a qui préfèrent, c'est pas un problème, quoi. Si mon client à l'arrivée, le résultat est correct, c'est bon, quoi. Alors moi, j'ai une question à chacun d'entre vous. Vous avez tous des caisses à outils de folie, hein. Quel est votre outil à main chouchou? C'est mignon comme question. Allez, je commence, j'ouvre le bal. Moi, j'adore le 140. C'est un petit rabot de paume qui est avec une lame présentée à l'oblique et qui permet de faire et un peu comme un feuilleret et un peu comme un rabot de paume et éventuellement presque un peu Guillaume. Enfin bref, j'adore ce petit rabot-là. Il existe uniquement en modèle droitier originel chez Stanley. Et chez Lee Nielsen, il l'a fait en modèle gaucher et droitier. Et je ne l'ai acheté qu'en droitier, parce que je l'ai trouvé à l'époque qu'en droitier. Et ce qui me fait rire, c'est que en droitier, la lame part vers la droite. Et moi qui suis gaucher, c'est très pratique. Et donc quand on est gaucher, finalement, c'est pas si mal que ça. Voilà, j'adore celui-ci. Moi, mon outil chouchou, ça sera mon petit rabot 101, un petit Lee Nielsen, que j'utilise énormément en charpente de marine, professionnellement. On n'utilise pas que des grosses rabots d'ego. Quand on doit terminer un espar, un mât, une vergue, une baume, il faut raboter quelque chose de cylindrique, même si c'est pas un vrai cylindre, mais quelque chose de rond en tout cas. Tout le long du mât qui fait 7, 8, 10 mètres. Plus le rabot est léger, déjà moins on se fatigue. Et dans tous les cas, quand on pose un rabot sur un rond, la lame étant droite, il n'y a qu'un point qui touche. Donc ça sert à rien d'avoir un rabot qui fasse 2 pouces de large. J'ai acheté un rabot il y a 2 ans. Les copains m'ont dit, mais c'était con ou quoi, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Ils sont 2 à en avoir acheté depuis. Alors, moi, c'est pas vraiment la réponse à laquelle tu t'attendais, mais moi, mon outil préféré, c'est mon établi. L'établi ici présent. Ouais. Moi, mon outil préféré, c'est mon établi. C'est moi et Sébastien c'est nous qui l'avons conçu. Il est à ma taille, il est fait sur mesure, mais plus sur mesure encore qu'un rabot. Il est vraiment fait à ma morphologie. Je me sens bien dessus et il m'a jamais fait faux bon. Donc moi, c'est mon établi. C'est pas facile à mettre dans la poche, mais on peut compter dessus. Moi, ça serait... J'hésite entre la guimbarde et la vastringue. Moi, mon outil préféré, c'est ma main. Et après, je mets l'outil, en fait, c'est un prolongement de ma main. Si l'outil me va bien dans ma main, ça me va. Alors moi, la réponse à la question, elle est assez complexe parce que ça va dépendre de l'utilisation que j'ai. Je travaille énormément le métal, donc j'aurais tendance à dire mes limes. Et oui, mes limes, désolé Michel. Quand je travaille le bois, mes ciseaux et d'ailleurs je suis en train de me rééquiper chez monsieur et mes râpes qui font les 3/4 du boulot et après les rabots qui viennent complémenter. Mais mon chouchou va changer du jour au lendemain suivant l'utilité que je vais avoir en fait. Étant donné que je travaille dans plusieurs domaines à la fois, je peux pas choisir un outil. Donc au pire, ça serait mes mains. C'est la seule chose que j'essaye de préserver en fait. Moi de mon côté, en fait, je vais beaucoup dénoter par rapport à Lucas, mais que j'aime beaucoup en fait. L'établi, effectivement, c'est un outil exceptionnel parce que c'est ça qui nous permet de fixer les pièces et qui nous donne l'efficacité à partir du moment où en fait cet établi ne se déforme pas, est suffisamment lourd pour ne pas se déplacer. On a la possibilité de toute l'énergie qu'on va mettre dans le rabot va être prise par la pièce.
dans la production de copeaux. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on travaille le bois à la main, juste pour la petite histoire. Dans l'histoire, là, pour moi, cet outil-là là, qui me plaît le plus, je l'ai pas si longtemps que ça. C'est un Lie Nielsen numéro 102, qui est un tout petit rabot en bronze, absolument exceptionnel. J'utilisais avant, le premier rabot que je me suis acheté, c'était un Veritas, rabot de paume Veritas. C'était vraiment le premier rabot de qualité que je me suis offert. Et ce rabot-là, en fait, il est beaucoup trop lourd, beaucoup trop pâteau. Il fait le job, il n'y a pas de souci, mais ce tout petit 102, en fait, il est juste maniable, il n'y a aucun poids dans la main, presque pas. Pour tout ce qui est chanfrein, petite reprise très rapide, en fait, c'est un rabot qui est absolument exceptionnel. Moi, mon outil préféré, ça va peut-être être un petit peu sur le côté, mais c'est un rabot. Mais pas un rabot comme ceux que vous vous imaginez. Mon outil préféré, c'est le racloir de menuisier. Donc c'est un simple rectangle d'acier qui, correctement affûté, est capable de faire des merveilles. Alors, pourquoi j'aime cet outil? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un mal-aimé, parce que c'est quelque part très difficile de prime abord d'affûter un racloir correctement. En tout cas, c'est quelque chose de plus compliqué que la majorité des rabots. C'est quelque chose qui s'apprend. Mais aussi parce que quand c'est correctement utilisé, correctement affûté, ça permet d'avoir un état de surface absolument fabuleux, de travailler des bois qu'on ne peut pas travailler autrement. Et alors que c'est quelque chose de très simple, il n'y a pas de mécanique, il n'y a rien, c'est un rectangle d'acier qui est découpé, c'est tout. Et tout dépend de la façon dont on va l'affûter. Et la dernière raison, c'est parce que l'affûtage de racloir n'est pas unique. Il dépend énormément de la manière dont on va l'utiliser, notamment de l'angle d'inclinaison qu'on va lui donner. Et c'est très personnel, un racloir. Voilà pour ça. Et peut-être aussi parce qu'il succède souvent à la râpe sur les pièces de bois. Alors moi, c'est un outil, en fait, c'est mon outil de mesure. C'est le petit réglet. Il me sert à faire beaucoup de choses, surtout à mesurer. Il me sert aussi à touiller le café, aussi, à faire le casse-croûte. Et voilà. À couper, parce que c'est vrai que nous, on a tendance à faire tous nos samedis de cours avec un bon casse-croûte. Tout le temps, à 10h. Avant de commencer la journée. Et puis voilà, il sert pour le pâté, pour office de tournevis, office de racloir aussi, parce qu'il y a un petit morphile. Ouais, faut pas faire engueuler. Ouais. Et moi, j'en ai plusieurs. Aujourd'hui, particulièrement, c'est mon lit ce soir quand je vais rentrer à la maison. Parce que croyez-moi que 3 jours ici, plus l'organisation de tout ça, c'est un sacré barda. Le deuxième outil préféré, c'est comme Seb, le 102. C'est un bijou. D'ailleurs, alors il y a le 102 et même le 101 qui est un petit peu plus petit. Et mon épouse en a un dans une vitrine. C'est un outil qu'on n'utilise pas. Il est interdit de l'utiliser parce qu'il plaît. D'un point de vue pratique, vous le savez tous, c'est la râpe fauteuil de 125 mm piqûre 10 parce qu'elle passe partout. Elle ne fera pas du gros boulot. Et puis le dernier outil que j'adore, c'est ma remorque. Non pas parce que Seb y dort dedans pour l'instant, mais tout simplement parce que c'est elle qui me permet de vous amener tous les outils, notamment lorsque je visite des lycées et des établissements. Donner, partager, je peux le faire aujourd'hui grâce à une belle remorque. Voilà. Et Sébastien Girac le remercie. Moi, je voudrais juste souligner aussi l'énergie qui a été mise par les équipes ici pour vous permettre de assister à ces conférences. Il y a Michel Oriou qui fait un boulot de dingue en coulisses, vous ne le voyez pas, pour que ça ce soit possible. Il y a Yann également qui a fait tout un setup vidéo et qui assure justement la sonorisation et les images et la programmation des conférences. Je vous promets que sur le nombre de conférences, quasiment une 50aine en fait, il faut réussir à jongler avec les emplois du temps et les salles pour pouvoir vous donner justement ce type de... Moi je vous propose de les applaudir. Alors d'abord, il y a un outil que tout le monde a oublié, que Brice vient de rappeler ici. Tu peux nous le dire? Ah, Brice, derrière, il fulmine, mais son outil préféré, parce qu'il se lève tous les jours avec, c'est son cerveau. Et là, je suis plutôt d'accord. Merci pour vos applaudissements, qui me touchent beaucoup.
Je voudrais vous remercier d'abord à vous, parce que si cette manifestation à 11 ans a acquis atteint le niveau où elle est aujourd'hui, je peux vous dire, les conférenciers, les habitués, les démonstrateurs qui viennent depuis plusieurs années notent une élévation du niveau moyen des questions, des savoir-faire, des pratiques. Et ça, c'est en fait un petit peu grâce à eux, mais c'est aussi vous qui apportez énormément. Vous relevez le niveau tous les jours. Donc cette manifestation rencontre un succès grâce à vous. Et en fait, je voudrais vous rapporter... D'abord, j'aimerais que tous, là, vous applaudissiez les personnes qui sont là. Ensuite, hier, j'ai eu le plaisir de représenter l'atelier Touchons du Bois à Habitat et Bois TV à côté. Et notre animateur favori, Jean-Pierre Roussel, a une parole à mon égard, que j'aimerais qu'elle soit la vôtre. Il a dit, Michel, son approche du bois, c'est pas le lamellé-collé, c'est l'amitié collé. Et je trouve que ça vous va très bien. Merci à vous.